Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter VOA Afrique et surtout d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir, le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. À la présentation, c'est Mohamed Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous nous intéressons aux infections sexuellement transmissibles IST chez les homosexuels, une communauté à haut risque de transmission des IST. Il y a de ces homosexuels qui utilisent l'anus comme voie de plaisir sexuel. Or, du point de vue anatomique, l'anus est un organe qui est très vascularisé. Et le rectum, c'est un milieu qui est septique et qui est sale. Quand ils utilisent cela, ils développent facilement des microbes. Ce groupe est d'autant plus vulnérable que certains concernés ont parfois du mal à se procurer les soins de santé. Souvent, lorsqu'un homosexuel a des infections sexuellement transmissibles, c'est difficile qu'il aille le dire à un docteur parce qu'il sait que déjà là-bas, on va le discriminer. Ce qui cause la plupart des cas de décès. Pour les organisations d'homosexuels en tout cas, réduire les risques de transmission des IST dans leur communauté aura un impact sur la société en général. Il n'y a pas une communauté d'homosexuels d'un côté et d'hétéros, on vit tous ensemble. Le sida, par exemple, circule dans toutes les communautés. Alors si on limite l'accès aux soins à une communauté, on expose toute la société. Toutes ces informations et bien d'autres, c'est dans un instant, mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est avec Georges Léonard Sagno. Bonjour Georges. Bonjour Rosine et bonjour Mamadou. Commençons par la lutte contre le paludisme au Niger. Des experts nigériens et cubains effectuent depuis le 7 septembre dernier, dans la capitale Niamey, une campagne inédite de destruction de gîtes et larves de moustiques. Ces opérations de démoustification visent à détruire tout ce qui est moustiques et larves responsables du paludisme, a expliqué Liliasu Mainansara, ministre nigérien de la Santé. À l'aide des canons pulvérisateurs montés sur des véhicules pick-up, des brigades de santé nigériennes et cubaines descendent jusque dans les bas-fonds de la ville pour cette opération. Pendant une vingtaine de jours, des pulvérisations aériennes sont prévues pour traiter les zones transformées en marécages par les inondations qui frappent Niamey depuis le mois de juin. Ces opérations, précisons-le, rentrent dans le cadre d'un protocole d'accord sur un programme de contrôle du paludisme au Niger. Ce protocole avait été signé en septembre 2014 entre les gouvernements des deux pays. Et puis il faut dire, Georges, que le paludisme est encore un problème de santé publique au Niger et tue plus de 2000 personnes chaque année. Selon les statistiques du ministère nigérien de la Santé, en 2013, le palu a tué 2555 personnes, essentiellement des enfants âgés de moins de 5 ans, sur plus de 3,9 millions de cas notifiés à travers le pays. Avec 80% des motifs de consultation médicale en saison des pluies, le paludisme représente la première cause de mortalité chez les enfants. Sur 10 personnes qui meurent de paludisme, 7 sont enfants, selon les autorités sanitaires nigériennes. Cependant, il faut dire qu'entre 2005 et 2015, le nombre de décès imputables au paludisme a baissé de 24% dans le pays, en grande partie grâce à la distribution des moustiquaires imprégnés. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Maintenant, une mauvaise nouvelle sur le front de la lutte contre la tuberculose. Selon une étude, aucun pays sur près de 200 évalués n'est en voie d'atteindre l'objectif des Nations Unies d'éliminer cette maladie en 2030. Oui, Rosine, cette étude financée par la Fondation Bill et Melinda Gates et publiée mercredi dernier dans la revue The Lancet note en outre qu'aucun des 200 pays n'est en mesure d'empêcher de nouvelles contaminations par le virus du sida. En revanche, plus de 60% des pays évalués pourraient atteindre les objectifs de réduction de la mortalité infantile, néonatale et maternelle et d'élimination du paludisme. Toujours selon l'étude, seulement 20% des 37 objectifs de santé fixés dans le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU sont susceptibles d'être satisfaits. Oui, Rosine, mais l'étude révèle une inégalité considérable des projections pour 2030. Les pays à revenus élevés atteindraient 38% des buts et ceux à faible revenu seulement 3%. Sur la base de tendances enregistrées, certains pays africains comme l'Angola, le Nigeria et le Swaziland devraient avoir les plus grandes améliorations globales, souligne l'équipe des chercheurs. Des améliorations qui concernent la réduction de la mortalité infantile, un meilleur accès aux soins, à la planification familiale et à la présence de personnel qualifié à l'accouchement. Des exemples à suivre donc. Merci Georges. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine, nous parlons des infections sexuellement transmissibles, IST, chez les homosexuels. Ils font partie, avec les prisonniers, les consommateurs de drogues injectables, les professionnels du sexe et les personnes transgenres, de ce que l'OMS appelle les populations clés. Il s'agit des populations qui, en raison des comportements à risque particulier, sont exposées à un risque accru d'infection à VIH. Ces groupes sont souvent aussi confrontés à des difficultés juridiques ou sociales associées à leur comportement qui les rendent plus vulnérables encore face au VIH. Selon des études, le risque d'infection au VIH est de 19 fois plus élevé chez les homosexuels que dans la population en général. Pourquoi sont-ils aussi vulnérables? Nous avons posé cette question au Dr Gisèle Kilomba Zeka. Elle est médecin généraliste à Beni, en République démocratique du Congo. Tout d'abord, notre correspondant dans le Nord Kivu, Erika Somouzi, lui a demandé s'il y a des infections spécifiques aux homosexuels. Les infections sexuellement transmissibles spécifiques aux homosexuels n'existent pas. Il y a seulement les homosexuels développent rapidement des infections par rapport à d'autres personnes. Mais jusqu'aux nouvelles découvertes, il n'y a pas encore de germes spécifiques. Ce qui est curieux, eux, ils développent facilement une maladie qui peut se développer chez une personne dans 6 mois. Ils peuvent développer cela à un intervalle d'incubation de 2 mois ou de 1 mois. Mais pourquoi ils développent cela le plus rapidement? Parce que quand on dit homosexuel, le sexe, c'est une caractéristique spécifique à chaque être humain. Et maintenant, ils ont privatisé un autre organe qui n'est pas créé pour la sexualité, pour le plaisir sexuel. Il y a de ces homosexuels qui utilisent l'anus comme voie de plaisir sexuel. Or, du point de vue anatomique, l'anus est un organe qui est très vascularisé. Et le fait qu'ils utilisent l'anus, ils ont un contact permanent. Et puis, le rectum, c'est un milieu qui est septique, qui est sale. Et puis, quand ils utilisent cela, ils développent facilement des microbes par rapport à ceux qui utilisent d'autres moyens, la voie génitale féminine, pour le plaisir sexuel. Dans un couple homosexuel, il y a des passifs, donc ceux qui jouent les rôles de femmes, et des actifs. En termes de risque d'infection, y a-t-il une différence entre les actifs et les passifs? En ce que je sache, scientifiquement parlant, parler d'un passif ou un actif dans les couples homosexuels, vraiment c'est bizarre. Il peut être actif pendant cette période, d'après leur contrat, et passif à une autre période. Parce que si c'est un couple de femmes, par exemple, il y a une qui peut être passive pour une période et une autre pour une autre période. Donc, ce sont deux personnes qui peuvent faire des maladies parce qu'ils se contaminent à tout moment. Si j'étais passive pendant les 3 premiers mois de l'année, je serais active après. Donc, le même risque que l'autre avait quand il était actif, j'aurais aussi les risques quand je serai aussi active. Chez les hommes, même. Les hommes, d'ailleurs, c'est très bizarre. Même les passifs, là, ils utilisent la bouche, ils utilisent les rectums. Donc, ils peuvent toujours être malades. Qu'ils soient passifs, qu'ils soient actifs, ou qu'elles soient actives ou qu'elles soient passives. Ce sont des personnes qui ont des risques égaux pour développer une maladie. Et les homosexuels seraient les plus exposés justement aux IST que les autres. Est-ce vrai exactement pourquoi, si on peut en savoir? En tout cas, les homosexuels sont exposés parce que d'abord, c'est une pratique qui jadis était condamnée. En médecine, on parle de la sodomie, le fait de faire des rapports sexuels par des voies qui ne sont pas attribuées à cela. Parce que les voies qu'ils utilisent sont vraiment bizarres. Il y a ceux qui utilisent la bouche, ils utilisent le rectum, la bouche, la surface oropharyngée. Les spermatozoïdes ou bien d'autres liquides là ne peuvent pas entrer par la bouche. Et quand ils vont entrer là-bas, ils vont favoriser la culture des microbes. Facilement, ce sont des gens qui font des amygdalites, qui font de la gonococcie au niveau de la sphère oropharyngée. Au niveau du rectum, comme j'ai dit au début, le rectum est très vascularisé. C'est un endroit qui est très vascularisé. Et le fait de solliciter le rectum à tout moment, il développe une maladie qui est ambiguë. Même la science n'a pas encore donné le nom. C'est pour ça, ça rime partout qu'ils font une maladie autre qui sera plus grave que le VIH, parce que jusque-là, on n'a pas encore déterminé s'il s'agissait de quelle maladie. Mais les IST sont fréquents chez ces personnes-là, vu la vascularisation de l'organe qu'ils utilisent comme voie d'abord du plaisir sexuel.
Les traitements du VIH chez les homosexuels est-il les mêmes chez les hétérosexuels? Les traitements de VIH est le même chez toutes les personnes humaines, ça dépend des stades. Mais ce qui est, comme je vous ai dit, les homosexuels développent facilement les symptômes cliniques par rapport à d'autres personnes. Leur système immunitaire s'affaiblit vite parce que la maladie circule vite dans leurs organes. Et à part le VIH, aujourd'hui nous avons d'autres maladies qui font qu'ils soient graves. Ils ont des béances, donc ils ont des prolapsus rectales. Le rectum, le fait qu'il soit trop utilisé, il commence à sortir. Il y a d'autres qui parlent des termes vulgaires, l'hémorroïde. Mais en clinique, quand vous consultez une personne pareille, vous trouvez que vraiment c'est un prolapsus. Il y a même ceux qui font des fistules recto-vaginales chez les filles, les lesbiennes, là, les homosexuelles femmes. Et le fait d'utiliser des matières là, comme pénis, comme organes, des matières plastiques, il y a une communication entre le rectum et le vagin. L'équille de Douglas peut se déchirer directement. À part le VIH, elle fait la fistule. Donc, elle est malade, elle a le VIH, elle suit le traitement. Et puis, elle a d'autres maladies que d'autres personnes ne peuvent pas développer parce qu'ils ne pratiquent pas cette voie comme voie de plaisir. L'homosexualité donne des conséquences. Et pour cela, il faut d'abord expliquer quelqu'un les bien fondés du mode de vie qu'il adopte pour qu'il soit conséquent. Mais pour le VIH, le traitement n'est pas particulier chez les homos. Le traitement est le même chez toute personne qui a contracté la maladie. Et comment les homosexuels peuvent-ils éviter les IST? Quels conseils vous pouvez leur donner? Le conseil que je vais donner aux homosexuels, qui n'aient pas honte de se dire que je suis homosexuel, de dévaler leur identité. Parce que le fait de se cacher, on ne sait pas les aborder. Parce que d'abord, dans notre pays, c'est quelque chose qui est interdit. Mais nous savons qu'il y a des homos parmi nous. Qu'ils viennent en clinique, ils peuvent aussi utiliser les moyens de contraception. Bon, au Congo, nous avons les méthodes de contraception, par exemple les préservatifs féminins, les préservatifs masculins. Ils peuvent utiliser cela et puis se faire examiner avant d'adopter cette vie-là. Mais curieusement, aujourd'hui, même les filles de la rue, et elles nous disent que les hommes aiment plus coucher avec elles par derrière. Ça donne du bon plaisir que par les devants. Mais s'il n'y a pas de préservatif et vous ne vous protégez pas, je vais seulement leur demander de passer à notre clinique. Il y a des préservatifs. Nous avons aussi des conseils qui n'aient pas honte de leur identité parce que les transgenres, c'est une réalité. Donc ce sont des personnes qui doivent avoir le courage de dévoiler leur identité et nous avons des conseils à leur donner et ça va accompagner leur mode de vie. Même si elle n'est pas homosexuelle, mais elle utilise le rectum pour plaisir sexuel. Parce qu'elles nous disent que beaucoup d'hommes, surtout ceux qui viennent de l'étranger, ils ont le plaisir par l'anis que par les vagins. Nous remercions le docteur Gisèle Kilomba Zeka qui était au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Écoutons à présent l'un des concernés. Notre correspondante à Lubumbashi en RDC a rencontré un homosexuel. Ayant constaté très tôt qu'il avait une attirance pour les personnes de même sexe que lui, il a dû affronter la discrimination dans sa famille, à l'école et dans les milieux professionnels. Pour lui, vivre sa sexualité et surtout affronter les IST est extrêmement difficile pour les homosexuels. Écoutons son témoignage au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Je suis née dans une famille comme toute autre personne. Et puis après un certain moment, lorsque mes parents ont remarqué que j'étais différent, j'étais obligée de leur avouer que j'étais homosexuelle, quoi. Et c'est depuis ce jour-là que les problèmes ont commencé. Bon, j'aime pas trop vraiment parler de cette partie de ma vie, mais sauf que j'ai eu beaucoup de difficultés depuis le moment où j'ai dû avouer à ma famille que j'étais homosexuelle. Et puis, je ne suis pas devenue homosexuelle, je l'ai toujours été. L'homosexualité, c'est une orientation sexuelle qu'on ne choisit pas. Et vos proches savent-ils que vous êtes homosexuel? Comment ont-ils réagi quand ils ont appris votre orientation sexuelle? Oui, ils le savent et ils nous ont très mal réagi. Ils n'ont pas aimé ça. En fait, nous sommes en Afrique, quoi. Et puis ma mère, j'ai grandi seulement avec ma maman dans une famille monoparentale. Elle l'avait vraiment mal pris. Bon, c'est depuis ce jour-là que les problèmes ont commencé. Étant donné que nous vivons dans une société où l'homosexualité est très mal vue, avez-vous déjà été victime d'une sorte de discrimination ou de stigmatisation dans votre milieu social? Oui. Quand on est homosexuel ici en Afrique, la plupart jugent bon de se cacher seulement, de ne pas révéler leur sexualité. Une fois que vous le faites, vous perdez carrément 60 et 70% de l'estime des gens qui vous entourent.
y compris votre famille. Quel que soit l'endroit où vous allez, que ce soit à l'école ou au travail, vous êtes vraiment discriminé au point où les gens ne veulent même plus vous considérer ni vous adresser la parole. C'est vraiment difficile. Donc ce n'est pas facile d'être ouvertement homosexuel. Donnez-nous un cas précis où vous avez été vraiment victime d'une discrimination. Commençons d'abord par ma famille, parce que vous savez que la famille, c'est ça la base de la société. Mais moi, je n'ai pas eu la chance vraiment de vivre avec une famille qui m'a soutenue et ça a eu des conséquences. Et les conséquences ont été lourdes. Par exemple, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller loin avec les études. Je suis en train de m'exprimer seulement parce que avec le peu que j'ai dû apprendre à l'école, alors je me bats seulement comme ça pour essayer de me défendre. Ou sinon, je ne travaille pas. Et pour être franc, je n'ai même pas d'avenir. Je ne sais même pas par où commencer parce que sans avoir été à l'école, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez? Donc, je suis en train de vivre sans soutien, malgré que je ne regrette pas du tout d'avoir avoué que je suis gay parce que j'avais voulu être libre. Je ne pouvais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre que je n'étais pas. Faire semblant d'être hétérosexuel et puis après, commencer à montrer une certaine image aux gens de quelque chose que je suis pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Alors, j'avais avoué dès mon jeune âge. C'est à ce moment-là qu'on a arrêté de me payer les études. Ils ont trouvé que c'était pas nécessaire. Comment toi, un homosexuel, peut-être tu n'auras jamais d'enfant, tu n'as pas d'avenir, tu ne vas jamais te marier. Pourquoi est-ce qu'on va payer pour toi les études? Vous voyez? Donc je suis en train de vivre seulement par-ci, par-là, souvent par l'aide des gens. Par exemple, je peux avoir par exemple une connaissance, un ami qui peut m'aider à me donner même un habit. C'est comme ça que je vis. À l'école, j'avais toujours été victime de discrimination. Je n'avais pas d'amis, premièrement, parce que dans la grande partie de ma scolarité, j'ai dû étudier dans des classes où il n'y avait pas d'homosexuels comme moi. Donc j'étais seule et les autres ne voulaient pas m'adresser la parole. Les filles, au moins, elles étaient tolérantes, mais les hommes ne me supportaient pas du tout. C'était très difficile. On a d'autres qui allaient même jusqu'à m'agresser physiquement. Chaque jour, j'étais mal à l'aise au point où j'ai doublé de classe parfois parce que j'étais tellement traumatisée. Je ne savais même plus étudier normalement. Donc le milieu scolaire, c'était vraiment un milieu où il y a beaucoup de discrimination. Et puis j'ai eu aussi à faire quelques jobs, même au travail aussi. Dans un restaurant, par exemple, quand on va servir des gens, il y a des gens qui refusent carrément, disent « Je ne peux pas accepter de me faire servir par une personne pareille. Je n'aurais même pas l'appétit de manger ces trucs parce que lui, il les a touchés. » Vous voyez? Donc c'est vraiment difficile. Les homosexuels s'organisent-ils en communauté pour se soutenir face aux rigides de la société et soutenir ceux qui sont malades? Jusque-là, il n'y a pas vraiment de bonnes organisations, particulièrement ici, au Katanga, Lubumbashi. Premièrement, parce que les gens sont en train de se cacher. Dès le moment où les gens vous remarquent que vous êtes en train de vous rassembler un groupe 2, 3, 4, déjà on sait qu'il y a un groupe d'homosexuels là-bas et ça risque de créer des problèmes. Donc la plupart sont encore dans la clandestinité. Ils veulent bien nous soutenir mais ne veulent pas être à côté de nous, surtout pour moi qui suis remarquable. Pourquoi? Parce qu'ils risquent aussi de se faire remarquer. Il y a des organisations, oui, mais jusque-là nous ne sommes pas encore vraiment efficaces. Pourquoi? Parce qu'il nous manque aussi des soutiens pour faire des organisations. Il y en a d'autres qui habitent à des distances très loin pour avoir des transports. Par exemple, il faut toute une organisation, il faut un financement pour qu'on puisse avoir vraiment une organisation pour les homosexuels ici. À votre connaissance, les homosexuels reçoivent-ils normalement les soins dans des hôpitaux pour les traitements des infections sexuellement transmissibles ou le sida? Ont-ils des difficultés à ces niveaux? Oui, ils ont de très grandes difficultés, surtout à l'hôpital aussi. La discrimination, j'avais oublié même de mentionner, même dans le milieu médical, dans le milieu de la santé aussi, il y a de la discrimination. Souvent, lorsqu'un homosexuel a des infections sexuellement transmissibles, c'est difficile qu'il aille le dire à un docteur parce qu'il sait que déjà là-bas, on va le discriminer. Ce qui cause la plupart des cas de décès. Donc le taux de mortalité chez les homosexuels, il est trop élevé à cause de ça. Des fois même, le fait que la plupart vivent dans la clandestinité, ça les pousse à se cacher et ils n'ont pas droit à une sensibilisation. Ils n'ont pas droit à des soins comme tous les autres. Donc quelqu'un peut se faire infecter facilement, il ne sait même pas qu'il est mort du VIH. Si les homosexuels sont un groupe exposé et vulnérable aux IST, c'est aussi parce qu'ils sont obligés de se replier sur eux-mêmes, car pour des raisons religieuses et culturelles, l'homosexualité reste mal perçue en Afrique. En dépit de ces barrières morales, les IST n'ont pas de frontières et peuvent circuler facilement entre les homos et les hétérosexuels. Offrir des traitements et prévenir les IST chez les homosexuels, c'est protéger le reste de la population. C'est en tout cas l'idée défendue par Kelly Kepna, fondateur de l'association Génalissime, qui rassemble une trentaine d'homosexuels. Il s'est confié à notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. Tout d'abord, il nous a expliqué que le déficit d'information est l'un des problèmes majeurs pour cette communauté.
Le problème qui se pose souvent, c'est le manque d'informations sur la sexualité. Vous savez, la plupart des jeunes LGBTI ont du mal déjà à pratiquer leur sexualité. Et quand ils ont l'occasion, ils y vont sans trop réfléchir et cela cause beaucoup de choses, notamment des maladies sexuellement transmissibles. Il y a, par exemple, pour les gays, il y a des problèmes de déchirure anale et toute la stigmatisation qu'il y a autour de la communauté qui rend pas les choses faciles et qui rend difficile l'accès à l'information. C'est un peu ça les grands problèmes, si je peux dire, qui tournent autour de la santé. Et alors sur le plan social, est-ce qu'il y a des problèmes aussi? Il y a beaucoup de problèmes. Nous vivons dans un pays qui est majoritairement chrétien et beaucoup de personnes considèrent l'homosexualité comme une abomination, comme une sorcellerie, un envoûtement et tout. Et il y a des personnes qui pensent que ce sont des pratiques importées de l'Occident. Il y a beaucoup de mythes autour de l'homosexualité qui fait que la société en général n'aime pas trop les personnes homosexuelles ou présumées homosexuelles, lesbiennes et transgenres et tout. Alors, l'impact direct, c'est au niveau du vécu, au niveau de la famille. La famille est souvent assez stigmatisant, mais ça parle pas que de la stigmatisation. Dans des cas extrêmes, ils sont carrément rejetés. Alors, ces jeunes-là ne savent pas être eux-mêmes, ils n'ont pas d'endroit pour parler de ce qui les dérange. Ils doivent vivre tous les jours en essayant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et on a d'autres qui finissent par se marier juste pour faire plaisir à la famille. Et ça fait qu'il y a des répercussions psychologiques après, ils sont pas bien dans leur peau et tout ça. On peut voir la chose sur plusieurs angles de vue, par exemple sur le plan du travail. Tant qu'on n'est pas ton orientation sexuelle, tout va bien. Mais à partir du moment qu'une personne est, par exemple, très efféminée, ou bien que l'on découvre l'orientation sexuelle de quelqu'un, ça peut avoir de l'impact dans son travail. Il peut être licencié. Et là, ça dépend de l'ouverture d'esprit de l'employeur. Il y a aussi de l'impact directement sur le plan de la sécurité. Par exemple, quand une personne est visiblement homosexuelle, le traitement de son cas sera aggravé parce qu'il est homosexuel. Mais est-ce que, avec tous ces problèmes, vous organisez quand même des séances de communication ou d'information pour qu'ils ne soient pas lésés par rapport à la société? Est-ce qu'il y en a? Comment vous le faites? Oui, particulièrement nous, Genialissime, vu qu'on est centré sur le changement de mentalité, on a des ateliers avec la communauté où on essaie de les renforcer dans l'estime de soi, de mieux s'accepter et on crée des cadres sécurisés pour leur permettre d'être eux-mêmes pour un moment. Mais on essaie pendant ces réunions leur faire comprendre que au fait l'orientation sexuelle c'est l'orientation sexuelle, mais au-delà de ça on est être humain et qu'on doit vivre nos rêves et tout ça. Mais d'autre côté on a des activités aussi avec les membres de la société civile. Ça peut être des médecins, des avocats, des journalistes. On essaie de sensibiliser sur la question pour que le discours sur cette communauté-là puisse changer. Parce que quand on prend par exemple l'exemple des médias, à chaque fois qu'on parle de la communauté LGBTI, c'est toujours de manière péjorative. Et il faudrait changer cette façon de faire. Et on a des discussions avec des avocats et d'autres personnalités, par exemple la Commission nationale des droits humains, pour savoir comment faire pour qu'il y ait des lois spécifiques qui protègent la communauté LGBT. Souvent, on nous dit que non, notre constitution, nos lois sont très ouvertes, ça protège tout le monde, c'est vrai. N'empêche que si ça protège tout le monde, ça protège aussi la femme. Mais sur la question de la femme, malgré que la loi protège tout le monde, hommes et femmes, il y a des lois spécifiques qui permettent d'éviter à ce qu'il y ait des viols et des actions contre la femme. Et ce que nous, on demande dans nos plaidoyers, c'est d'avoir des lois spécifiques qui permettraient de renforcer la sécurité de cette communauté-là. En attendant, on fait une émission qui passe sur SoundCloud et aussi sur une radio locale ici, la RTVS 1. C'est une émission dédiée à la société en général qui traite de la question LGBTI. Et là, on donne la parole aux LGBTI, mais aussi à Monsieur Tout le Monde. Tout le monde exprime sa peur et on essaie de trouver les réponses pour dire qu'il n'y a pas raison d'avoir peur à cause de ça, à cause de ceci ou de cela. Le plus grand problème, c'est d'être épanoui parce que, comme on le dit, la santé, c'est pas que être bien physiquement, c'est aussi être bien dans son mental et aussi dans la société. Mais quand on est et que très tôt, on se rend compte que le fait d'être soi-même est un danger pour soi, on essaie de vivre un peu comme un recherché, comme un criminel. On essaie de cacher sa vie. Et faire ça pendant toute une vie, c'est dérangeant
pour la tête. Et il y a beaucoup de personnes qui sont tentées à se suicider ou à se faire du tort parce que vivre comme ça, c'est très stressant. On ne peut pas se confier aux plus proches, à la famille. On ne peut pas être soi-même quand on est dehors. On doit se contrôler tout le temps. Ça, c'est vraiment dommage. De quel type de soutien ont besoin les homosexuels et particulièrement ceux qui souffrent des IST et du sida? Les jeunes particulièrement ont tendance à utiliser les drogues. Ils ne sont pas très fans de l'utilisation des préservatifs non plus. Et à part ça, il y a un comportement sexuel très exposant. Du coup, ce qui est très important, c'est de faire beaucoup de sensibilisation sur comment avoir une sexualité responsable, faire beaucoup de sensibilisation sur l'utilisation des moyens préventifs. Il y a aussi le PrEP qui devient assez populaire. On essaie de mettre en place cela pour que la communauté puisse l'utiliser. C'est quand on a été exposé à des pratiques sexuelles à risque, on prend ces comprimés pour limiter le risque de contamination du VIH. Et actuellement, nous essayons, avec l'appui de Conéré la Plus, notre association, d'engager une conversation avec les hommes religieux pour dire que quand on est homosexuel, on puisse quand même avoir une vie spirituelle qui va avec. Comment faire pour que les églises puissent intégrer cette population-là? Et voilà. Qu'attendez-vous du gouvernement et de la société pour améliorer la situation sanitaire et sociale des homosexuels? Ce qu'on attend du gouvernement particulièrement, c'est de faire avancer les lois pour mieux protéger cette communauté. Dire que, ok, il n'y a pas de loi qui pénalise, c'est bien, mais n'empêche que s'il n'y a pas de loi qui pénalise, il y a quand même des gens qui se donnent le droit d'appliquer des viols correctifs, par exemple pour des lesbiennes, de faire des actions très inhumaines sur cette population-là. Et ça serait bien, autant que pour la lutte de la femme, créer des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de débordements dans la population et aider cette communauté à s'épanouir. Il n'y a pas une communauté d'homosexuels d'un côté et d'hétéros, on vit tous ensemble. Et le sida, par exemple, circule dans toutes les communautés. Alors si on limite l'accès aux soins à une communauté, on expose toute la société parce que une personne peut être, par exemple, bisexuelle, avoir une femme à la maison, mais avoir un concubin à côté. Et le sida qu'il trouvera chez sa femme va passer chez le concubin ou vice-versa. Plus un gouvernement limite les droits d'une communauté, plus elle expose toute la société à plusieurs types de dangers. Et plus un gouvernement encadre une communauté et crée un cadre de protection pour une communauté quelconque, elle permet de protéger toute la société au même moment. Nous remercions Kelly Kepna pour ce témoignage. Ajoutons ces recommandations de l'OMS, publiées en 2014 et toujours d'actualité. L'organisation onusienne indique qu'en plus du port systématique du préservatif, ces personnes doivent observer une prophylaxie pré-exposition. Le PrEP, comme on l'appelle aussi, est un moyen de prévention destiné à ceux qui ne sont pas infectés par le VIH, mais risquent de le devenir. Elle repose sur la prise quotidienne d'un comprimé unique, généralement une association de 2 antirétroviraux. Il a été démontré que ce traitement, s'il est correctement observé, permet de réduire jusqu'à 92% le risque d'infection à VIH chez les personnes à haut risque. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le docteur Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur. Je suis Kachova Taolia Espérance. Docteur, je suis en ville de Beni au Nord Kivu. Je voudrais savoir si une personne vivant avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel qu'un enfant né sans cette maladie contagieuse. Ce que je peux répondre à Espérance, c'est que bien évidemment, une personne qui vit avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel, sinon avoir même un quotient intellectuel plus élevé qu'une autre personne qui ne souffre pas de cette maladie-là. Mais il est évident qu'il faudrait que cette personne infectée par le VIH-Sida n'ait pas développé des complications infectieuses cérébrales comme des toxoplasmoses cérébrales ou des tuberculoses cérébrales, parce que ça, c'est malheureusement les complications du VIH qui peuvent endommager le potentiel intellectuel.
Et bien évidemment, il faudrait que cette personne qui vit à le VIH/SIDA puisse bénéficier assez précocement d'un traitement antirétroviral qui va permettre de rendre sa charge virale indétectable et qui lui permettra de vivre comme une personne qui n'a quasiment pas été infectée par le VIH/SIDA. Bien évidemment, cette personne également, pour qu'elle puisse garder tout son potentiel intellectuel, devra avoir un excellent soutien socio-psychologique de son entourage, parce que un désordre psychologique, un trouble de l'humeur chez cette personne-là peut être source d'une dépression mentale. Et une dépression mentale, malheureusement, peut agir négativement sur le quotient intellectuel de la personne et rabaisser ce quotient intellectuel-là à une valeur nettement inférieure à celle qu'elle se devait être. Voilà ce que je pouvais répondre à Espérance par rapport à sa question. Merci, docteur. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à la communauté des homosexuels en tant que groupe à haut risque de transmission des infections sexuellement transmissibles IST. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Gisèle Kilomba Zeka. Elle est médecin généraliste à Beni, en République démocratique du Congo. Elle nous a expliqué pourquoi les gays sont vulnérables et nous a livré quelques conseils pratiques pour réduire les risques de contamination au sein de cette communauté. Nous avons aussi écouté le témoignage d'un homosexuel. Il nous a parlé des obstacles sociaux et des difficultés d'accès aux soins de santé dans leur communauté. Également, nous avons donné la parole à Kelly Kepna, fondateur d'une association de défense des homosexuels. Il nous a présenté quelques propositions pour aider à combattre les IST dans cette communauté. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Georges et Léonard Sagnon qui étaient là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants à RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béron Matanda à Kinshasa et Erika Smouizi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Carl Stanling qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Mohamed Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Mounezero. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.